Le 8 décembre 2024 est entré dans l'histoire de la Syrie. Après 24 ans de règne et plus de 13 ans d'une répression sanglante, le régime de Bachar al-Assad, le président syrien, est tombé. Quelques heures plus tôt, des rebelles menés par des islamistes radicaux annonçaient en direct à la télévision la libération de la capitale syrienne Damas après une offensive fulgurante. Alors où se trouve Bachar al-Assad actuellement? Que sait-on de ces groupes rebelles? Et quel avenir pour la Syrie? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Hugo tourne 2 interviews pour notre chaîne grand format, du coup c'est moi qui prends le relais sur les actus du jour. J'en profite pour vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo ce dimanche. C'est une interview d'Olivia Ronen, avocate pénaliste, qui a défendu notamment le terroriste du 13 novembre, Salah Abdeslam. Le lien est en description. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Alors avant de parler de l'avenir de la Syrie et de qui sont ces groupes rebelles, remettons un peu de contexte. Bachar al-Assad dirigeait la Syrie depuis 2000. Il avait pris la succession de son père en étant élu par référendum et n'avait jamais quitté le pouvoir depuis. En 2011, une guerre civile a éclaté dans le pays dans le contexte des printemps arabes, un mouvement de contestation populaire qui a provoqué plusieurs révolutions dans les pays arabes. Rapidement, les affrontements ont pris une ampleur assez importante en Syrie et Bachar al-Assad a réprimé dans le sang l'opposition. Il est notamment accusé d'avoir utilisé du gaz sarin sur sa propre population. C'est une arme chimique utilisée dès la Première Guerre mondiale et qui est désormais interdite par la communauté internationale. Pendant cette période, le président syrien a aussi fait arrêter massivement ses opposants. Plus de 14 000 personnes sont mortes après avoir été torturées par le régime, d'après l'ONG Réseau syrien des droits de l'homme. Et l'ONG Amnesty International rapporte qu'environ 5 à 13 000 opposants au régime syrien ont été pendus dans la prison de Saïd Naya, l'une des principales et des pires de Syrie. À ce jour, la guerre civile syrienne aurait fait plus de 5 millions de déplacés, donc à l'intérieur du pays, au moins 2 millions de réfugiés et plus de 500 000 morts selon la diplomatie française. La France a d'ailleurs réagi ce week-end, saluant, je cite, la chute du régime de Bachar al-Assad après plus de 13 ans d'une répression d'une grande violence contre son propre peuple, estimant, je cite, que les Syriens ont trop souffert. Mais alors justement, que s'est-il passé ce week-end? On en parlait la semaine dernière, des groupes islamistes rebelles ont pris le contrôle il y a une semaine d'Alep, deuxième ville de Syrie, et ils se dirigeaient vers Damas, la capitale. Ce dimanche, ils ont donc pris la ville de Damas, faisant tomber le régime du président Bachar al-Assad. Des scènes de joie ont éclaté en Syrie et au Liban, où beaucoup de réfugiés syriens sont installés. De nombreux détenus, dont des prisonniers politiques du régime, ont été libérés des prisons syriennes. Et enfin, les statues d'Hafez el-Assad, le père de Bachar al-Assad et ancien dictateur syrien, ont aussi été détruites. Cette coalition de rebelles, elle est menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, aussi appelé HTS. C'est un groupe fondé en janvier 2017 et qui résulte de la fusion de plusieurs groupes djihadistes syriens et d'autres factions islamistes. Cette fusion, elle visait à unir les forces djihadistes en Syrie et à renforcer leur influence face à d'autres groupes rebelles et surtout à l'État syrien de Bachar al-Assad, qui est leur ennemi juré. À noter qu'HTS est reconnu par l'ONU comme une organisation terroriste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des islamistes radicaux. Ils souhaitent imposer la charia, donc la loi islamique, en Syrie. Je le disais, ils sont par ailleurs djihadistes, c'est-à-dire qu'ils cherchent à imposer cette loi à l'ensemble de la planète, ou du moins là où se trouvent des musulmans. Pour vous donner un ordre de comparaison, par exemple, les talibans ne sont pas djihadistes. Ils sont plutôt dans une démarche locale en Afghanistan. Il faut savoir que HTS n'est pas le seul groupe de rebelles qui a pris le contrôle de Damas. Il y a aussi un groupe de milices syriennes soutenu par la Turquie, appelé l'Armée nationale syrienne. Il y a aussi d'autres groupes d'opposition armés qui se sont mobilisés dans d'autres régions. En tout cas, le bilan des derniers jours de combat dépasse les 900 morts, dont près de 140 civils en seulement 11 jours, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais alors, où est Bachar al-Assad? Eh bien, le président syrien a quitté le pays en avion ce dimanche, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dimanche soir, des médias russes ont affirmé qu'il se trouvait avec sa famille à Moscou, la capitale de la Russie. Toujours selon ces sources, la Russie leur aurait accordé l'asile pour des raisons humanitaires. Le droit d'asile, c'est un principe juridique qui permet à une personne fuyant des persécutions ou des dangers dans son pays d'origine de demander protection dans un autre pays. Alors le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a assuré ce lundi matin n'avoir, je cite, rien à dire sur les allées et venues du président Assad. Ce qui est sûr, c'est que cet asile en Russie n'est pas vraiment une surprise puisque le président russe Vladimir Poutine fait partie des alliés de Bachar al-Assad et ce depuis des années. La Russie soutient notamment militairement le régime syrien en fournissant des armes et un appui aérien et le pays conserve d'ailleurs des militaires sur place en Syrie depuis 9 ans. La Russie a aussi exercé son influence diplomatique ces dernières années pour protéger la Syrie sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer désormais pour la Syrie? Bon, déjà il faut avoir en tête qu'il y a des territoires en Syrie qui
n'appartenaient pas à Bachar al-Assad et donc que les rebelles ne contrôlent pas. C'est le cas par exemple du nord-est de la Syrie qui appartient toujours aux Kurdes, le sud-ouest où il y a certaines zones qui sont contrôlées par Israël et enfin il y a le territoire maritime des Alaouites qui est situé à l'ouest qui n'est pas non plus encore sous le contrôle des rebelles. À voir donc ce qu'ils comptent faire avec toutes ces régions. En tout cas pour l'instant, le chef de HTS qui s'appelle Abu Mohamed al-Jolani semble adopter une posture plutôt modérée, se présentant par exemple sans turban, en habit militaire. Il a aussi appelé les combattants de toutes les factions à retourner dans leur base et à déposer les armes. Ensuite, il faut savoir que l'ex-premier ministre syrien, Mohammad Ghazi al-Jalali, s'est dit prêt à coopérer, je cite, avec tout leadership que choisira le peuple syrien. Le chef de HTS lui a notamment confié la supervision des institutions de l'État et la continuité des services sociaux jusqu'à ce qu'il soit transféré. En tout cas, dans des interviews menées auprès de médias arabes, Mohamed Ghazi al-Jalali a déclaré avoir reçu l'assurance qu'aucun Syrien ne serait blessé ou victime de discrimination en raison de ses croyances religieuses ou culturelles par les rebelles. Il a par ailleurs appelé, je cite, à des élections libres et équitables qui redonnent le pouvoir au peuple. Sinon, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré qu'il souhaitait des discussions urgentes à Genève en Suisse afin de garantir, je cite, une transition politique ordonnée. Il a par ailleurs rencontré les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates de 8 pays clés, dont l'Arabie Saoudite, la Russie et la Turquie. La chute du régime de Bachar al-Assad devrait donc marquer une nouvelle étape et il devrait y avoir inévitablement des changements stratégiques majeurs dans la région. J'ai essayé de vous résumer tout au maximum. En tout cas, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Emmanuel Macron a reçu les députés indépendants du groupe Lyot ainsi que les élus écologistes et communistes ce lundi dans le cadre de la formation du futur gouvernement. Le parti de gauche La France Insoumise a quant à lui refusé de se rendre à l'Elysée. Le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier a été censuré il y a maintenant 5 jours et Emmanuel Macron aurait pour envie de rapidement nommer un nouveau Premier ministre qui sera à son tour chargé de nommer le futur gouvernement. Plusieurs noms circulent comme celui de François Bayrou, le président du MoDem, un parti centriste. Cependant, la gauche s'est opposée à ce choix. À la suite des consultations avec Emmanuel Macron, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a affirmé qu'un Premier ministre issu de la gauche était, je cite, préférable mais pas un préalable. De son côté, la chef des écologistes Marine Tondelier a demandé à Emmanuel Macron de proposer quelque chose qui ne soit pas juste la continuité de sa politique, sans donner de nom précis. Et toujours selon les écologistes, Emmanuel Macron aurait proposé, je cite, une nouvelle méthode pour construire le futur gouvernement avec l'organisation d'une réunion des différentes forces politiques. On suivra ça. Deuxième actu, le rappeur américain Jay-Z a été accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans avec le rappeur P. Diddy, a-t-on appris ce lundi dans les médias américains. Plus précisément, son nom apparaît dans une plainte qui a été déposée en octobre. Les faits remonteraient au 7 septembre 2000 lors d'une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards à New York. Dans la plainte, elle affirme que Jay-Z l'a violée sous le regard de P. Diddy et d'une femme célèbre dont l'identité n'a pas été révélée. P. Diddy l'aurait également agressé avant de tenter de lui imposer une fellation. Alors Jay-Z a réagi, il a démenti ces accusations et a qualifié l'avocat chargé de l'affaire, Tony Busby, je cite, d'être un humain déplorable, dans un communiqué publié sur X par Roc Nation, qui est sa maison de disques. De son côté, P. Diddy, qui est actuellement en prison, est accusé par plus de 120 personnes. Il a été inculpé pour trafic sexuel et son procès aura lieu en mai 2025. Troisième actu, le comédien français Pierre Palmade a été incarcéré ce lundi matin à la prison de Bordeaux-Gradignan après sa condamnation à 2 ans de prison ferme. L'acteur de 56 ans a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, le 20 novembre dernier, pour avoir causé un violent accident routier sous drogue en février 2023, et il n'a pas fait appel de sa condamnation. Alors désormais, Pierre Palmade pourra formuler une demande d'aménagement de peine, donc potentiellement demander à rester chez lui avec un bracelet électronique. Cette demande sera soumise à la décision d'un juge d'application des peines. Et ensuite, quatrième actu, il est désormais quasiment certain que l'année 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée sur Terre selon l'Observatoire européen Copernicus, alors que l'année 2023 avait déjà battu ce record. 2024 devient également la première année à passer au-delà de la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle sur laquelle se basent les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Cette tendance se confirme donc de mois en mois puisqu'en 2024, le mois de novembre a été le deuxième mois de novembre le plus chaud de l'histoire sur la planète après novembre 2023. A noter que l'accord de Paris fait référence à des tendances de long terme pour qu'on considère que la limite soit officiellement franchie. La moyenne de réchauffement de la planète d'1,5 degré Celsius devra être observée sur au moins 20 ans. Cinquième actu, un projet d'attentat islamiste a été déjoué en France selon les informations du Parisien. 3 jeunes âgés de 19 à 20 ans ont été mis en examen ce lundi pour terrorisme après 4 jours de garde à vue. Ils ont été interpellés ce mercredi à Nîmes, dans le Gard, et à Nantes en Loire-Atlantique par les policiers de la DGSI, donc les renseignements intérieurs français. Ils ont été repérés par les services de renseignement suite à leurs conversations sur les réseaux sociaux et sur des messageries chiffrées. Selon le Parisien, ils auraient évoqué
évoqué leur volonté de passer à l'acte contre plusieurs cibles qualifiées de mécréantes, dont la mairie de Poitiers. Elle aurait été choisie en raison de la symbolique de la bataille de Poitiers, lors de laquelle les troupes de Charles Martel ont repoussé les troupes arabo-berbères en 732. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont également découvert que les suspects avaient récupéré du matériel pour fabriquer des explosifs artisanaux. Sixième actu, au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, un nouveau gouvernement a été formé 2 jours après la dissolution. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, qui a orchestré le deuxième putsch dans le pays en 2022, a démis de ses fonctions le premier ministre Apollinaire Joachim Kielem Dembélé ce vendredi. Il avait dans la foulée annoncé la dissolution du gouvernement sans fournir aucun motif. C'est Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, qui a été nommé au poste de premier ministre ce samedi selon le journal Le Monde. Son nouveau gouvernement est donc composé de 24 membres, dont seulement 3 femmes, comme le précédent gouvernement. Il s'agit majoritairement de civils, alors que le pouvoir du régime est presque exclusivement détenu par des militaires. La ville de Tokyo, au Japon, va accorder la semaine de 4 jours à ses employés municipaux à partir d'avril 2025 afin de relancer la natalité. Il faut savoir que le Japon est touché par une crise démographique depuis plusieurs années. Cette année, le pays va passer sous la barre des 700 000 naissances par an, alors qu'il y a 10 ans, le Japon enregistrait encore plus d'1 million de naissances par an. Le pays teste donc plusieurs mesures et initiatives pour relancer la natalité. En juin dernier, la ville de Tokyo avait par exemple décidé de lancer sa propre application de rencontre. Alors par rapport à la semaine de 4 jours, la mairie de la ville a annoncé vouloir permettre aux milliers de fonctionnaires de Tokyo de passer davantage de temps en famille, ce qui pourrait permettre de stimuler la fertilité. Une autre mesure a été annoncée, les parents de jeunes enfants pourront quitter le travail 2 heures plus tôt en échange d'une part de leur salaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi ces actualités. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, que ce soit sur les coulisses de la chaîne ou encore des questions sur l'actualité qu'on n'a pas forcément pu aborder. On y répondra à l'oral. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt.